من هو رولان لافيت أكثر من مجرد كاتب وباحث؟ Bon, alors je suis, disons, je suis essayiste et chercheur indépendant. Voilà, c'est comme ça que je me définis. Et je commence à avoir un certain âge, je crois. Voilà. Ça vous intéresse peut-être pas. ما هي أكبر التحديات التي واجهتك في أبحاثك؟ Ah, oui, ça c'est intéressant, parce que voilà. Donc dans les années 60, moi j'étais étudiant, on bougeait beaucoup autour de la tricontinentale, à l'époque, 65. Et j'ai fait mon service national en Afrique, et là je me suis aperçu que tout ce qu'on me disait sur l'Afrique, sur le développement, et tout ça c'était faux. Voilà. Et ça a été pour moi un choc. Parce que j'étais obligé d'essayer de comprendre. Alors ça a été ma quête, on me disait pendant... Je crois avoir répondu à cette question plus ou moins à la fin des années 80. C'est-à-dire il m'a fallu 20 ans. Heureusement, parce que c'est là qu'est arrivée la guerre du Golfe. Mais quand elle est arrivée, quand je suis allé en Irak, là, j'étais debout, j'étais sur mon assise intellectuelle. Je savais ce que... Et j'ai pas beaucoup changé depuis, quoi, on pourrait dire. Vous vous souvenez dans quel pays d'Afrique? J'étais en Centrafrique. Centrafrique. Oui. ما هو الكتاب أو المشروع الذي تفتخر به أكثر من غيره ولماذا؟ C'est-à-dire que comme je travaille sur différents plans, j'ai le travail que j'ai fait sur les étoiles, dont je sors un livre encore, le troisième là, ce mois-ci, le mois prochain. Bon, c'est quelque chose qui m'a pris 25 ans, presque 30 ans de ma vie, donc là, c'est un travail continu, donc j'en suis assez fier, oui, parce que... Pourquoi? Parce que je suis un peu dans ce pays le seul qui a travaillé sur ce domaine, on pourrait dire, voilà. Et où j'ai apporté du point de vue de la recherche, il s'agit du ciel arabe, hein, du ciel des Arabes, où j'ai apporté des choses neuves. Voilà. Là, je suis assez fier de ça. Et puis, du point de vue politique, je pense que le travail que j'ai fait historique, que j'ai fait avec Naïma, c'est le travail sur Ismaël Urbain. Ismaël Urbain, qui était un officier interprète pendant la conquête de l'Algérie, et dont toutes les propositions se sont heurtées à la réalité. Si bien que c'est un échec total. Toutes les tentatives de réforme pour essayer d'entretenir des bons rapports avec les Algériens se sont soldées par un échec. Ce qui était la preuve par 9 que la colonisation, c'était vraiment, comme le disait un émule à lui, c'était un crime. Conquête et colonisation étaient un crime. Et c'est un de ses admirateurs qui lui a écrit ça en 1869, et il l'a remercié. Il le pensait au fond de lui. Mais là, le prochain bouquin que je sors, il est bien pour chaque constellation que nous connaissons. Je mets les noms d'étoiles sur la figure gréco-arabe, le lion, etc. Et à côté, la figure proprement arabe. Jaouza, on en a parlé tout à l'heure. Et je regarde et je montre les étoiles qui viennent de l'une et l'autre image. Ouais. C'est moitié-moitié. En gros, sur 500 étoiles qui portent des noms arabes, 250 viennent du ciel gréco-arabe et 250 du ciel proprement arabe. أنت معروف بعملك حول التفاعلات الثقافية بين فرنسا والعالم العربي. ما الذي دفعك لاستكشاف هذا المجال على وجه الخصوص؟ Je suis tombé dans la marmite en étant tout petit, hein. C'est ça, puisque j'étais à l'école primaire au Maroc, et en CM1, CM2, on faisait l'histoire de France une semaine et l'histoire du Maroc de l'autre. Et pour moi, ça avait exactement le même intérêt. Les choses étaient aussi belles. Quand on voit Oukba Ben Nafer qui avance dans l'océan, parce que c'était qui peut pas aller plus loin parce que c'est la mer, c'est une image pour un enfant qui frappe autant que ce qu'on a dans les livres d'histoire en France, Charlemagne ou Vercingétorix, voilà. Et donc ça m'a mis le pied à l'étrier, voilà, c'est tout. Alors c'est ce que je pourrais dire avec humour,
un des bienfaits de la colonisation. Voilà. Parce que la colonisation, c'est Aimé Césaire, je rigole à peu près, presque pas, parce que Aimé Césaire dit ce qui est important, c'est le contact entre les peuples. Donc là, et le pire contact, c'est la colonisation. C'est vrai. Voilà. ما الدور الذي لعبته تجاربك الشخصية في مسارك الفكري واهتمامك بالعلاقات الفرنسية العربية؟ Mais d'abord, je vous ai parlé de ma première expérience arabe, si on veut. Mais quand je suis allé en Afrique, bon, je vous ai dit, j'ai été choqué parce que tout ce que j'avais appris était faux. Tout. Rien ne fonctionnait. Et donc j'ai été pris par essayer de comprendre l'Afrique. Et en 73, il arrive la guerre de Ramadan, Kippour, oui. Ramadan. Et là, je me dis, attends, là, ce qui se passe en Palestine, si j'arrive à comprendre, alors là, je serai beaucoup plus fort. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis à travailler, essayer de comprendre ce qui se passait au Moyen-Orient. Voilà. Donc, voilà un peu, et je n'ai pas quitté ce sujet. Depuis 73. Lucien, qu'est-ce que vous pensez à ces moments pour les gens à Gaza? Je pense qu'on imaginait mal l'enfer qu'ils ont vécu et qu'ils vont encore vivre. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y a une trêve, on a bien dit qu'on allait continuer, parce que la visée des Israéliens, c'est bien l'extermination, au sens nettoyage ethnique, hein, c'est clair. Et encore, Donald Trump vient de donner le feu vert à ce nettoyage ethnique. Alors nous allons vivre des décennies terribles. Mais ce qu'a montré ce 7 octobre, c'est que les Palestiniens ne cessent pas faire. Quoi qu'on dise, on veut que ce soit des terroristes, mais tous les mouvements nationaux, tous les mouvements de lutte de libération nationale ont été considérés comme terroristes. C'est pas la peine que je fasse c'est pas la peine que je raconte l'histoire, tout le monde les connaît. À cause de ça. Mais les répressions coloniales ont toutes poussé la terreur des dominants à un degré inimaginable. Bon, enfin, ce qui vient à l'esprit là avec la Palestine, c'est l'Algérie. Moi, je revois ce que je vivais comme enfant pendant la guerre d'Algérie. Bon. Mais si on regarde, même après les événements comme les événements de 55 dans le Constantinois, dans le nord constantinois, la révolte a fait 100 morts et la réaction, ça en a fait 10 000. Voilà, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas... C'est toujours le même rapport. Dans la colonisation de l'Inde par les Anglais, la France en Algérie, la France à Madagascar, la France au Cameroun. Bon, ما هي أكبر التحديات التي واجهتك في أبحاثك؟ Ben, la plus grande difficulté, quand on regarde le monde arabe, par exemple, c'est l'œil biaisé par lequel la plupart des sources regardent le monde arabe. C'est terrible. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit faire un effort énorme pour arriver à lire. Si vous prenez par exemple les grands sémitisants allemands de la fin du 19e, ils donnent une connaissance parfaite des langues sémitiques, de l'araméen, de l'hébreu, mais ils sont antisémites. Mais antisémites au sens, pas simplement, on a coincé l'antisémitisme sur les juifs, mais aussi anti-arabes. Ils ne peuvent pas voir les Arabes. Ils sont des spécialistes de la question. Alors vous imaginez que quand vous travaillez là-dedans, vous êtes obligé de faire toute une cabriole pour vous remettre sur vos pieds. C'est très difficile, et c'est très difficile pour les jeunes qui travaillent dans les universités ici, ou qui vont aux États-Unis ou en Angleterre, et particulièrement en France, parce que c'est particulièrement vicieux en France, dans la mesure où, comme le disait Jacques Berg, il y a une intimité réciproque. L'arabe est l'ennemi intime, mais vraiment très profondément de la société
Hein, voilà. Donc, les jeunes ont beaucoup de mal. Mais il y a des jeunes aujourd'hui qui arrivent parce qu'ils prennent les codes des sciences en Allemagne où c'est plus détendu, ou aux États-Unis, et ils arrivent à prendre du recul par rapport à la... Comment dire, c'est comme de la colle, ça colle énormément, ça attrape la peau, ça vous prend tout l'esprit. Il faut s'en sortir. C'est le plus grand défi parce que c'est tous les jours qu'il faut le faire. Et sur n'importe quel sujet. N'importe quel. C'est pour ça que j'ai fait par exemple le travail sur les mots arabes. Montrer qu'est-ce que ça veut dire, montrer la différence qu'il y a entre le mot tel qu'il est pris en arabe, par exemple jihad, tel qu'il est pris non seulement dans la religion mais dans la société. Hein? Et puis, et comment il est pris dans les chercheurs ici et dans la presse. On a fait énormément de travail là-dessus. Je prends un mot par exemple, tout simple. Je prends shahid. Ici, on traduit par martyr, à juste titre. Mais qu'est-ce que c'est un shahid dans la société arabe? Je prends une coupure de presse. En Algérie, je me rappelle, il y a un car qui se renverse. Hein? 30 shahids et 20 blessés. Alors ça veut dire quoi? Ce sont des... On veut absolument traduire par martyr. Alors qu'il y a un sens... Une femme en couche qui meurt, c'est une shahida. Quelqu'un qui meurt dans un naufrage, c'est un shahid. Oui. Bon, donc, vous voyez l'interprétation pour un mot qui est valorisant, là, comment déjà l'interprétation est biaisée. Bon, donc tous les jours, vous devez faire l'effort de vous remettre sur ses pieds. Tous les jours, surtout la moindre phrase. Et dans la presse, la moindre phrase dans les livres érudits, vous devez faire l'effort. Bon, finalement, on s'habitue à le faire, mais c'est un effort. Donc c'est le plus dur, le plus difficile, je crois, c'est ça. في كتابك معاداة الصهيونية واليهودية والإسلاموفوبيا بعض التوضيحات تتناول مفاهيم معقدة. ماذا كان هدفك الرئيسي من كتابته؟ L'antisémitisme. La question aujourd'hui, on pourrait dire que depuis Eba Aban, en 1974, après la guerre, est allé aux États-Unis en disant donc maintenant il faut montrer que critiquer Israël c'est de l'antisémitisme, c'est-à-dire que l'antisionisme est un antisémitisme. Bon ben c'est un travail à faire. Donc c'était ça l'idée, c'est ça l'idée, c'est pas... Surtout aujourd'hui, où il y a eu la déclaration Maillard à l'Assemblée nationale, ou les déclarations même encore aujourd'hui du président de la République, qui est allé, qui a dit qu'il combat toutes les formes d'antisémitisme, y compris le sionisme, qui est la forme moderne de l'antisémitisme. L'antisionisme. Bon. C'est clair, je ne vois pas... c'est ça l'idée. Alors, en montrant historiquement, et même en montrant comment les Juifs se sont fait avoir dans l'histoire. Parce que le fait de les amener, de les envoyer en Palestine, c'est un piège. Ouais. C'est un piège énorme. Ils croient qu'ils sont à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri. Alors ils deviennent fous aujourd'hui. Les dirigeants deviennent fous. Mais ils ont été... Moi, l'expression que j'utilise, c'est que le sionisme s'est lové dans l'impérialisme européen, et en particulier l'anglais au départ, même français, mais secondairement, et puis aujourd'hui américain. Donc, ils se sont lovés, ils ont cru aller là-bas, mais comme s'il y avait un peuple sans terre, comme une terre sans peuple. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils font partie de la grande vague coloniale, et la question aujourd'hui palestinienne, l'émancipation palestinienne, c'est une queue de la vague d'émancipation coloniale. Alors, au moment où les empires coloniaux se font avoir, comme les États-Unis au Vietnam, eh ben, on a encore une colonisation rampante, pas rampante, ouverte en Cisjordanie. Bon. Donc, la création d'Israël était une catastrophe, non seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi pour le peuple juif. Voilà ce que je pense. من خلال بحثك اللغوي
ما هي الاستنتاجات التي تستخلصها حول التأثير المتبادل بين اللغتين العربية والفرنسية؟ La langue française, c'est pas simplement la langue. La langue, c'est un... Bon, en tant que... le travail linguistique que j'ai fait, notamment à travers la CDFA, Société d'études étymologiques, etc., ça a été de montrer qu'à travers les mots passent des cultures. C'est-à-dire, les mots sont des fourriers, mais de quelque chose d'autre. C'est plus large que ce qui passe. C'est pas simplement des mots. Alors, vous avez dans la langue française, prenons par exemple, prenons Khwarizmi. Bon, il a écrit en arabe, hein. Donc, quand son livre sur l'algèbre, Kitab al-Jabal ou al-Mukalala, hein, c'est ça? Quand il est passé en latin, on retient le mot algèbre, mais c'est beaucoup plus important si on traduit les 3-4 premières pages du traité. On va se rendre compte que tous les concepts qui ont fait les mathématiques modernes, pas simplement l'algèbre, eh bien, sont là-dedans. Ils sont en arabe, ils n'étaient pas en grec, ils sont en arabe, ils ont été passés en latin, et aujourd'hui ils sont dans la langue commune, donc on ne les reconnaît pas. Mais tous les mots qu'on utilise, le mot fraction, le mot, tous ces mots-là, c'est de l'arabe. Même minute et seconde, les mots portent la marque de l'arabe. Bon, on ne va pas aller le chercher. Mais quand on passe du grec à l'arabe, à l'araméen et à l'arabe, et puis de l'arabe au latin, on s'aperçoit qu'ils portent la marque de l'arabe. Par exemple, en grec, on a les minutes et les secondes, donc les minutes premières et les minutes secondes. Minute première, minute seconde. L'arabe en fait des daqiq, daqiqa oula, daqiqa thaniya. Et puis à un moment donné, l'arabe, pour simplifier, dit daqiqa et thaniya. Et comment on a traduit? Minute et seconde. C'est l'arabe qui a donné cette forme d'esprit. Alors, si on veut, Maxime Rodinson disait que si on veut vraiment comprendre les effets, les héritages culturels, il faut aller regarder dans les calques. Bon, ces mots sont des calques, ce que je dis. Minute et seconde, c'est un calque. Seconde, c'est un calque, c'est-à-dire une traduction de l'arabe qui dont on perd l'origine puisque c'est traduit. Daqiqa, ça devient minute. Bon, qui va chercher de l'arabe derrière minute? Personne. D'accord? Voilà. Donc c'est important, l'héritage. Et ça nous permet, ce travail linguistique, de remonter très haut dans l'histoire. Je prends par exemple un des mots français. Un des mots français qui paraît évident, la balance romaine. Ça n'a rien à voir avec Rome. Elle est romaine parce que elle a un petit bloc qui a la forme d'une romana. Oui. Or, ce mot, la romana, ça vient, l'arabe l'a pris aux langues locales, à l'acadien, mais il n'y a pas en Mésopotamie, il n'y avait pas de Grenade, ça vient du bord de la Caspienne. Donc vous voyez jusqu'où on remonte au moins 7000 ans avant notre ère pour aller trouver, on ne sait pas le mot primitif, dans des langues primitives de peuples qui ont disparu. Mais les Acadiens, les Mésopotamiens, ils ont pris le mot à d'autres avec la chose. Ils ont pris le mot avec la chose. Donc ça nous permet de tracer comme ça des fils dans l'histoire qui sont passionnants. هل تعتقد أن الإسلاموفوبيا مشكلة سياسية أكثر من كونها مشكلة ثقافية أو دينية؟ Mais le problème, c'est qu'on en a fait, on a tout mélangé. C'est-à-dire que le différent politique a pris le drapeau de la religion, alors que les premiers intérêts ne sont pas. Si je prends par exemple dans l'histoire, prenons l'histoire de France. Charlemagne, c'était pas simplement la France, il n'a pas hésité à s'entendre avec
avec le sultan, le calife de Bagdad, contre les royaumes hispaniques, contre les Omeyyades d'Al-Andalus. Il n'est pas allé chercher la religion de Bagdad. Haroun Rachid, il n'est pas allé, il s'en foutait lui. Pour lui, il fallait combattre les Constantinople à l'époque. Donc il y avait l'alliance contre Constantinople et contre les Omeyyades. Quand François Ier s'allie avec Sulayman, alors il est traité de tous les noms parce qu'on parle d'alliance impie. Mais il a combattu Nice, il a pris Nice aux Savoyards et à Charles Quint, grâce à la flotte comment s'appelait-il, le frère de Baba Rouge, Khaleddin. C'était la flotte de Khaleddin. Donc il n'a pas cherché à savoir il n'a pas combattu la religion. Alors après, il y a évidemment une question culturelle, parce que l'Europe se veut grecque. C'est de la mythologie, c'est un mythe. Elle se veut grecque et elle oublie que la civilisation grecque au Moyen-Âge a été portée par les Arabes. Et d'autre part, elle oublie que les Arabes, même aujourd'hui, ont une civilisation qui plonge aussi dans l'hellénisme. Tout autant que l'Europe. Et si je prends les grands philosophes arabes, Al-Farabi par exemple, sur lequel j'ai publié un petit livre. Al-Farabi, il est considéré par les Arabes comme le second maître. C'est qui le premier? C'est Aristote. Donc, si on cultive dans le monde arabe aujourd'hui, si on cultive comme on le fait, le va-et-vient, et comme les Chinois le font avec Confucius et Lao Tzu, si dans le monde arabe on cultive aujourd'hui le va-et-vient avec Al-Farabi, avec Ibn Sina, comme on le fait ici avec Aristote et Platon, les gens vont s'apercevoir qu'ils ont beaucoup plus de graisse, ils ont autant de graisse dans la culture, dans la haute culture, que les prétendus Européens qui nient la civilisation islamique. Voilà. أو الحدث الذي كان له أكبر تأثير على نظرتك للعالم. Mais je crois l'avoir dit tout à l'heure. C'est quand j'ai vécu en Afrique, où je me suis aperçu que toute la vision du monde que j'avais et qu'on m'avait inculqué à l'école, c'était faux. Voilà, c'est clair. Tout s'écroule. Ça s'écroule comme aujourd'hui les immeubles de Gaza. Et il a fallu tout reconstruire. À Gaza, j'espère que Gaza, ils ne mettront pas les 20 ans que j'ai mis moi. برأيك ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه اللغة والثقافة في التقريب بين الحضارات؟ Mais il ne faut pas voir la langue comme une simple technique. Il faut voir la langue comme un fourier culturel. C'est ça la question. Et il faut apprendre les langues. Ce qui est déplorable en France, par exemple, où selon le directeur des langues au ministère de la Culture dit que la catastrophe dans ce pays, c'est que l'arabe est la seconde langue parlée en France et que c'est la moins enseignée à l'école. Parce qu'il y a des réticences pour l'enseigner à l'école. Il y a des gens qui n'en veulent pas. Et même des gens qui viennent de l'immigration, moi je le vois dans la famille, on n'a pas appris l'arabe, on a appris l'espagnol parce que ça fait pas bien d'apprendre l'arabe. Et je l'ai vu en tant qu'enseignant, je l'ai vu dans le lycée où j'étais, où j'ai passé 37 ans. Comme enseignant, j'ai eu le temps de voir les évolutions. Voilà. في الختام ما هي الرسالة التي تود أن تنقلها إلى الشباب
الذين يبحثون عن هويتهم في مجتمع معولم يتسم بالتوترات بين الثقافات. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je pense par exemple que dans un pays comme la France, d'abord, Paris, on dit qu'il faut démolir certaines rues, battre la rue de Bugeaud, la remplacer, fait des herbes qui sont des colonisateurs abominables. Mais je préférerais que les boulevards des maréchaux, qui étaient des franchement, les maréchaux de Napoléon, c'était quand même des bouchers incroyables. On oublie que ce soit remplacé par exemple par les grands boulevards des philosophes. Et qu'à la place de ces maréchaux, on mette Platon, on mette Socrate, on mette Démocrite, on mette Al-Farabi, on mette Ibn Sina, on mette je l'ai dit tout à l'heure, on mette par exemple les philosophes chinois, qu'on mette Confucius, qu'on mette Lao Tse. Ça aurait de la gueule d'avoir un grand boulevard Lao Tse à Paris, au lieu du boulevard Kellerman, par exemple. Alors, ça veut dire que ce que la jeunesse doit faire, c'est d'abord pas se limiter à aller chercher ici Platon et Aristote, qui sont très bien, mais aller chercher Al-Farabi, aller chercher Al-Kindi, tous les jours, aller faire le va-et-vient avec eux dans les questions intellectuelles, mais aussi ne pas se limiter à eux, mais à tous ceux du monde. Et puis, il y a des richesses formidables dans toutes les cultures, même les cultures qui n'ont pas eu d'écriture. Si vous regardez la vision du monde des Indiens d'Amazonie ou des pauvres Indiens parqués en Amérique du Nord, eh bien, ils ont des trésors à nous communiquer. Alors il faut les cultiver. C'est comme ça qu'on se cultive. Cultiver, c'est cultiver son jardin intellectuel. C'est ça la question. كلمة أخيرة للرأي العام العربي، ماذا تقول؟ Les intellectuels du monde arabe. Oui, alors ça existe. Oui. Ils sont brimés dans leur pays en général et ici. Ici ils sont niés et dans leur pays ils sont persécutés. Hakada.